va aussi aujourd'hui participer avec Reynald à cette présentation. Nouvelle présentation, nouvelle série de présentations. Alors, est-ce que tu peux passer directement à la slide numéro 3 avant qu'on parle de Reynald, Jean-Paul? Oui. Alors, on n'en a pas parlé, vous êtes les premiers à le savoir, après les trois personnes qui sont présentes là. On a l'extrême honneur, on a l'honneur de pouvoir vous annoncer dès la semaine prochaine James Slate et la semaine qui suit Mike Adams, deux ténors du barreau de l'enseignement mondial, à savoir que James et Mike Adams sont respectivement tous les deux dans le top 100 Golf Magazine et dans le top 50 Best Coach de Golf Digest, à savoir que Mike est le numéro 2 pour ceux qui ne le savent pas. Donc les 2 prochaines semaines vont être assez chargées. Et derrière, on a encore des petites surprises. Après le 19 et le 26, on a d'autres surprises à vous annoncer. On a vraiment voulu, pour la France, amener du lourd en termes de présentateurs. James parlera plus de tout ce qui est technologie, comment enseigner avec les chiffres, technology by the numbers. Et Mike Adams, ce sera, comme vous le savez, qui est le cofondateur de BioSwing Dynamics, qu'on organise en Asie, qu'on organise sur toute l'Europe, environ 25 événements par an avec Mike. On vient de finir 4 grosses séries en Asie, 2 grosses séries en Chine, avec plus de 150 participants, 19 heures de webinar. Et on a aussi eu la chance de faire un webinar avec la Fédération espagnole, 9 heures de webinar avec l'Espagne et 6 heures de webinar en anglais, qui sont accessibles d'ailleurs en replay sur notre site internet. Donc Mike Adams vous fera une introduction sur comment définir le blueprint, le DNA du joueur et les relations avec les forces de réaction du sol. Bien évidemment, nous traduirons en français, donc vous aurez la possibilité de comprendre tout ce qui est dit par ces deux très grands coachs américains. Et tout à fait, c'est Emeric qui fera la traduction qui est en bas, bien évidemment. Le webinaire sera traduit en français, bien évidemment, tout le monde nous le demande. Le fera en patois, occitan. Revenons à notre invité du jour. Alors, avant de te laisser commencer, Jean-Paul, parce que je sais que tu as préparé quelque chose sur Reynald. Alors, Reynald, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'on a eu une très grosse discussion, plusieurs grosses discussions les 15 derniers jours, et des choses que je ne savais pas. Alors, à savoir que Reynald, il a une histoire un petit peu atypique. Je veux dire, tout le monde a une histoire atypique. Comme vous le savez, le thème du jour, c'est comment mesurer, améliorer la performance des juniors, notamment à l'aide de plateformes de force et d'autres outils que Reynald va nous présenter. Mais il y a quelque chose de très touchant avec Reynald, et à savoir pourquoi il est allé dans la biomécanique, pourquoi il s'est formé depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années dans la compréhension de la motricité, comment faire évoluer, améliorer la motricité et le mouvement des joueurs. Savoir que Reynald a 2 enfants qui ont maintenant 18 ans, deux jumeaux, frères et sœurs, Philippine et Charles. Et pour la petite histoire, et ça c'est extrêmement touchant, c'est que jusqu'à 5 ans, Reynald, ta fille, a eu des problèmes pour marcher. Elle ne pouvait pas marcher jusqu'à 5 ans. Oui, c'est ça en fait. Donc quand les jumeaux sont nés, Charles, au cours des mois, a eu un développement et Philippine un autre. Et en fait, je voyais que Charles buvait son bib plus vite, qu'il se déplaçait plus vite au fur et à mesure des mois, et Philippine pas beaucoup. Donc voilà, au 9e mois, on a fait des examens et on s'est aperçu qu'il y avait une malformation au niveau du cervelet, ce qui entraîne des problèmes de motricité, des problèmes de coordination, des problèmes de mobilité, d'équilibre. Et dès que j'ai eu, moi, ce diagnostic, je me suis dit, il faut que je trouve des solutions pour pouvoir faire avancer Philippine, et puis pour garder un équilibre familial, parce que si tu as un enfant qui va pas bien du tout, ça entraîne un peu tout le monde dans des problèmes. Donc du coup, j'ai pu trouver des thérapeutes, j'ai pu trouver des ostéopathes, des psychomotriciens, et donc qui en équipe ont pu travailler avec Philippine. Et donc à 5 ans elle a marché. Ensuite elle a pu écrire,
suivi une scolarité quasi normale. Donc là, elle a eu son BEPC. Elle est en première. Et donc, bien sûr que je me suis intéressé à la motricité puisque j'ai assisté à tous les cours de psychomotricité ou les cours de kiné. Donc, tout ce qui est développement de la motricité, développement de la coordination, de la marche, bah, je l'ai suivi au quotidien et j'ai pu partager avec d'autres thérapeutes. J'ai pu vraiment affiner mon expertise à ce niveau-là. Donc c'était très intéressant. Cet événement, cet événement privé, et on en a longuement parlé les 15 derniers jours, Rénal, c'est ce qui t'a notamment poussé à aller chercher des informations. Il y a une vingtaine d'années, il y avait très peu d'informations sur tout ce qui était biomécanique, adapté au golf. Donc tu as fait énormément de post-formation, tu t'es formé à la biomécanique, tu as fait Action Type, BioSwing Dynamics, on va revenir là-dessus. Et d'ailleurs, on a, très intéressant, Bernard Monnereau, je ne sais pas si tu connais, Bernard Monnereau, qui est professionnel de golf, qui dit « Ma fille a aussi une ataxie cérébelleuse ». Donc voilà, tu n'es pas le seul, tu crois. Alors l'histoire aussi, c'est que toutes les thérapeutes que j'ai trouvés, tous les professionnels qui ont aidé Philippine, tout l'entourage, j'ai pu aider d'autres familles et d'autres enfants. Donc voilà, si il y a besoin à un moment donné que des gens me contactent parce qu'ils ont des soucis avec leurs enfants, qu'ils soient plus ou moins importants ou pas, mon téléphone est ouvert et je mettrai mon réseau à disposition pour les aider. On donne ton numéro de téléphone à la fin de la présentation, voilà. De toute façon avec ton mail, il me semble, donc il n'y a pas de souci. Jean-Paul, oui, je te laisse enchaîner. Continuons. Première question toute simple, eh bien aujourd'hui, est-ce que tu enseignes? Alors j'enseigne sur le golf de Fourqueux, dans les Yvelines, depuis 1999. J'enseigne donc à l'école de golf. J'enseigne aussi pour des cours collectifs. Et j'aime bien suivre mes élèves sur des années ou leur proposer des systèmes de forfait parce que je trouve important d'avoir un suivi et de pouvoir échanger un peu plus longuement avec un élève au fur et à mesure des séances et pouvoir affiner mon coaching par rapport à leurs demandes plutôt que faire des one-shots. Donc j'ai des élèves qui me suivent depuis des années ou en famille ou individuellement. Du travail sur la durée. Et tu travailles principalement sur le golf de Fourqueux ou il t'arrive de te déplacer un petit peu ailleurs ou... Alors je travaille au golf de Fourqueux, ensuite je descends dans le sud, c'est ce que j'ai dit à Émeric tout à l'heure, pour faire des stages et sur le golf de Val-Escure. Donc on est basé à l'hôtel là-bas et ensuite on rayonne sur Beauvallon, Saint-Donat et ainsi de suite. Et donc je fais maintenant depuis 3-4 ans des stages régulièrement là-bas. Et c'est vraiment un super spot pour pouvoir transmettre des messages, faire aller les gens sur le parcours. Je les prends de 10h le matin jusqu'au dîner le soir. Donc on peut parler golf, échanger sur les journées et ainsi de suite. D'accord. Aujourd'hui, ton activité principale, c'est l'enseignement, mais donc... C'est le coaching, oui, tout à fait. Voilà, dans ton parcours, tu as fait pas mal de choses, donc peut-être déjà en tant que joueur, puis ensuite ce qui t'a amené à être enseignant. En tant que joueur, j'ai joué le circuit de la PGA Paris pendant des années, parce qu'en même temps, je l'ai organisé. J'étais président de la Ligue de Paris, et j'ai réuni la Ligue de Picardie et de France pour que ce soit un circuit qui soit plus étendu. La Ligue de Picardie, ils ont des beaux parcours, comme Morfontaine, comme Chantilly. C'est la même chose sur l'île de France, ils avaient des beaux parcours également. Donc j'ai regroupé les forces et les deux autres présidents m'ont suivi et ça fait un beau circuit. Donc j'ai joué ce circuit pendant des années jusqu'à la naissance des jumeaux. Donc là après j'étais un peu plus occupé, donc j'ai un peu moins joué. Et ensuite j'ai joué les quelques championnats de France voilà, chaque année.
Et pour progresser, chaque année, on a fait un stage avec quelques copains pros avec Michel Tapia, qui avait été sur le circuit européen. Et donc, il nous transmettait son savoir et son expérience qu'il avait eue sur le circuit européen, et notamment sur la lecture du parcours, la stratégie et toute la technique. Il maniait extrêmement bien la balle. Donc ça, c'est... Tu as décidé de devenir... Pardon ? Tu as décidé de devenir enseignant en quelle année ? Donc j'ai mon diplôme en brevet d'État à premier degré en 95. En 98, donc je suis président de la Ligue de Paris. Et donc en 2002, je fais partie de l'équipe d'Olivier Hennemont qui se présente pour présider la PGA France. Je rentre au bureau directeur en tant que vice-président et je m'occupe du développement et de la communication. Et donc, pour développer une activité et faire connaître la PGA France, il faut quelques moyens. Donc, je suis gérant de la société PGA France Initiative, qui permet à l'heure actuelle à la PGA de pouvoir développer des tournois, organiser des tournois et donc qui puissent vendre qui puissent avoir une boutique sur Internet. Donc tout ce qui touche au commercial passe par la société, elle était nécessaire et c'était nécessaire de la créer. Donc j'en étais le premier gérant. C'est bien, tu as mis la première pierre. J'ai mis la première pierre, bien entendu. Après, il y a des gens qui s'en sont très bien occupés, qui l'ont développé. Eric Douanel fait un excellent travail depuis des années maintenant et il a vraiment boosté la PGA France dans son ensemble, avec son équipe. Super. Et tu as aussi travaillé sur la défense du statut des professionnels de golf. Disons que j'ai fait partie du pool de professionnels qui ont créé le premier syndicat. Après, Yves Béchu et Olivier Hennemont ont pris le relais assez rapidement et ont défendu les intérêts par rapport au brevet d'État et au brevet professionnel qui allait se mettre en place. Donc ça a été nécessaire pour faire défendre nos droits et nos conventions collectives, les faire évoluer dans le bon sens. Ouais, et ça a d'ailleurs aidé, pour en connaître certains, ça a aidé d'ailleurs pas mal de professionnels de golf dans des situations délicates à pouvoir se retourner et avoir une défense d'ailleurs aussi dans certains cas. Voilà, à ce que les forces soient un peu plus égales. Équilibrées, oui. Ouais, équilibrées. Tout à fait. C'est quand même très intéressant de voir qu'il y a un parcours aussi institutionnel sur créer la ligue, les petits circuits professionnels de golf. Il existe encore. Pierre Contasso est président de la Ligue de Paris. Pareil, il s'en occupe vraiment bien et il y a toujours ce circuit qui existe et il y a toujours une vingtaine, entre 20 et 30 participants par tournoi sur des beaux parcours. Ouais. Aujourd'hui, tu interviens aussi pour faire quelques articles, écrire des articles ou faire un peu de formation. Alors oui, j'écris des articles pour le magazine Practice et pour Golf Magazine. Je partage mon expérience en fait. J'ai des exercices, j'ai des messages à faire passer et donc Eric Douanel, à un moment donné, je lui ai dit bon, est-ce que tu es OK pour que paraissent des articles dans le magazine Practice? Il m'a dit oui, super, allez on y va. Donc voilà, après j'avais des exercices en tête, un photographe vient, il prend des photos par rapport aux situations que j'ai envie de montrer et moi après je rédige les articles et on les diffuse. Et d'ailleurs, ton prochain article, qui sera publié le mois prochain, il me semble, dans le prochain magazine Practice, sera sur les appuis, les forces de réaction du sol avec Hubert, c'est ça, je crois, un de tes juniors. Avec Rupert. Avec Rupert, un de mes juniors, oui, tout à fait. Et c'est pour montrer les bienfaits d'un outil pédagogique que vous avez créé, qui s'appelle Force Pédale. Et vraiment, je conseille à tous ceux qui nous écoutent de s'en procurer parce que c'est très, très utile pour faire sentir les appuis et bien se servir de la force au sol. Question suivante, quelles sont les formations, parce que depuis que tu as fini l'école pour avoir ton diplôme d'enseignant en golf,
tu as fait d'autres formations et tu t'es équipé de différents outils. Alors, parmi évidemment les plateformes et le Trackman qui sont des outils importants, mais qu'est-ce que tu as fait d'autre et quel est le parcours que tu as suivi sur ces formations Sur les formations, en 2002, avec Olivier Edmond, j'ai pu suivre la formation Action Type. Donc, j'étais un des premiers à m'occuper des préférences motrices, à être formé aux préférences motrices. Je trouvais ça très intéressant. J'ai fait intervenir Ralph Hippolyte et Olivier Edmond dans mon club. Et ça a été vraiment très, très enrichissant. J'ai beaucoup appris. Le fitness golf, et j'ai trouvé ça très intéressant. Tu as fait le junior aussi, hein? Et j'ai fait, tout à fait, j'ai fait le level 2 junior. Là, ça m'a vraiment beaucoup appris et beaucoup éclairé sur les différentes fenêtres qui sont importantes pour amener des exercices et pour développer les bons skills pour les juniors, les bonnes aptitudes physiques. D'ailleurs, au passage, à quel moment les faire? Oui. D'ailleurs, au passage, c'est pas pour faire de la pub à TPI, si, parce qu'on les connaît très bien avec Jean-Paul, Greg Rose et Dave Phillips et Cliff aussi le CEO de TPI. Si vous n'avez pas fait les formations TPI, rapprochez-vous de quelqu'un qui s'appelle Cyril Le Guadio, qui représente TPI en France. Je conseille, bon, il y en a plusieurs, mais vraiment, pour avoir eu la chance de faire quasiment tous les niveaux 3 et être allé plusieurs fois à Oceanside en Californie, je vous recommande fortement le niveau 2 junior qui est juste phénoménal et qui va vous aider dans votre vie de tous les jours. Je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit, Reynald. Oui, oui, ok, très bien. Pardon. Okay. Et bon, on y est venu tout à l'heure, mais effectivement, tu as beaucoup appris sur le golf, mais tu as beaucoup appris aussi par ton expérience particulière, et ton expérience est singulière et unique dans ce point de vue-là. La raison pour laquelle tu t'es intéressé à l'équilibre, aux appuis, à la coordination et au mouvement? On l'a dit tout à l'heure, c'est donc Philippines, ça a été un vrai défi, et donc il fallait vraiment la faire avancer, la faire évoluer. Et donc voilà, j'ai 2 vidéos où maintenant on voit où elle en est. Tu peux les passer, et où on voit Philippines qui voilà comment elle marche à l'heure actuelle. Et voilà l'exercice qu'elle a su faire chez la kiné. Et par rapport à ses soucis, c'est vraiment super de l'avoir fait ça. Bon, maintenant, après, il y a évidemment à continuer à travailler sur la motricité, sur le comportement, c'est important. Elle grandit, c'est une grande ado, donc voilà, il y a d'autres défis maintenant. Mais bon, on trouvera des solutions, et je trouverai des solutions. On trouvera ensemble des solutions pour qu'elle arrive à avancer, à évoluer, et un jour à travailler et à être autonome. Ouais, c'est le but. C'est quand même assez admirable ce qu'elle fait, parce qu'effectivement, elle travaille sur un Bosu qui est un Bosu doublement instable. Hein. Il y a la partie... Oui, il est doublement instable, oui, tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs personnes, faire un peu de coaching et de préparation physique privée. Oui. Vous assurer qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas capables de faire ça. Tout à fait, ouais. Donc arriver à développer ces coordinations, cet équilibre, ces capacités, pareil, hein, la marche, la marche, c'est pas si simple. Là, vous avez fait un travail admirable pour trouver des solutions, s'adapter aux contraintes de ta fille et arriver à avoir une vie comme tout le monde, en tout cas sur plein d'aspects. Et ça, sur plein d'aspects, tout à fait. C'est vraiment top. Bravo pour la Merci. Super. Bravo à elle, parce que c'est elle qui l'a fait, mais elle a été entourée et c'est très important. Exactement. Ça nous a amené effectivement au thème d'aujourd'hui. Grâce à cette expérience familiale, forcément, tu t'es beaucoup intéressé aux juniors et tu as appris beaucoup de choses dans ta vie perso que tu peux appliquer aussi dans ta vie professionnelle. Donc le thème aujourd'hui, c'est vraiment comment on peut travailler les forces du sol, travailler ses appuis de manière générale avec les juniors. Tout à fait. On a un message, Reynald, de Laurent Poncelet, que tu connais très très bien, qui te dit bravo, super. Merci Laurent. Alors tu nous as dit tout de suite, chez les juniors, il y a quelque chose qui est important, c'est d'intégrer la préparation physique tout de suite. Oui, d'intégrer la préparation physique et dans les différents tranches d'âge. C'est vraiment important, donc pour leur développement physique, c'est certain.
Ça leur permet aussi d'éduquer des bonnes postures. Il faut savoir qu'au quotidien, ils ont des cartables trop lourds ou alors ils sont sur leurs écrans d'ordinateur, ils ne se tiennent pas forcément bien, ils sont assis souvent, donc assez sédentaires. Et tous les pros, tous les enseignants, toutes les enseignants qui nous écoutent, je leur dis bravo parce que à chaque fois qu'ils vont faire des exercices à des juniors, à chaque fois qu'ils vont les faire jouer, eh ben, ils leur permettent d'éduquer des bonnes postures, ils leur permettent de se renforcer et de s'entraîner de manière globale, ça c'est important. Et on peut effectivement intégrer le fait que si on fait de la prépa physique au quotidien, on peut avoir, donc on cultive une bonne hygiène de vie et on va forcément être un peu meilleur techniquement parce que la base est solide et propre en fait. Donc ils vont être capables de développer des habilités et il faut faire attention après à comment on les distille par rapport à des tranches d'âge qui sont différentes. Donc il y a des tranches d'âge 5-8 ans, 9-12 ans et après et au-dessus pour les grands ados. Bien sûr. Dès qu'on parle de préparation physique, on ne parle pas de préparation physique avec des poids, on parle de quelque chose d'adapté à chaque âge. Ah non, alors... Pour développer ces différentes motivations. Non, tout à fait. J'ai fait en septembre 2019, j'avais fait paraître un article que j'avais fait avec Julien Brun, qui est un préparateur physique qui s'occupe beaucoup des enfants, qui s'est occupé de certains de mes juniors. Et cet article était, je trouvais très intéressant, j'étais content de le partager parce que je pense que voilà, il résume assez bien par tranche d'âge comment on va le voir dans le détail après, comment on peut faire de la prépa physique avec les moyens du bord, avec les juniors, ou le faire par quelqu'un. De compétent, bien entendu. Je crois que tu voulais mentionner ce travail. Alors, ce travail, je vais le mentionner, oui, quasi après. Enfin, disons, je voulais le mentionner après, mais je vais le mentionner maintenant. C'est Anat Baniel qui édicte des principes pour travailler pour mieux apprendre. Et je trouvais important d'avoir ce slide-là. Elle dit très clairement qu'il faut que les mouvements soient faits avec attention. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a un enfant de 6 ans, il va avoir une attention très courte, donc il faut lui faire des exercices très vite pour qu'à un moment donné, que l'environnement soit préparé pour qu'il arrive à s'y mettre assez rapidement. Ensuite, un peu comme les gars de la patrouille de France, ils sont assis sur différentes rangées et ils miment des gestes assez doucement des commandes et de la manière dont l'avion il se penche de la même manière et ils font les gestes qu'ils vont avoir à faire au niveau des sticks de l'avion. Et donc il faut faire des mouvements assez lents pour arriver à les intégrer. Et ensuite, il y a un élément qui est important, c'est qu'il faut varier les exercices pour qu'ils soient ludiques et qu'on peut aborder les thèmes de la même façon. Par exemple, au putting, on peut aborder un thème et donner des exercices, ensuite faire des espèces de circuits de putting pour arriver à les amuser. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux enfants des choses qui sont similaires, mais de différentes manières. Après, il y a d'autres principes, mais je trouve que les 3 premiers sont très importants. Anat Baniel, c'est une thérapeute qui travaille avec la méthode Feldenkrais et qui reprogramme des mouvements, qui programme des mouvements chez les enfants qui ont des difficultés ou pas, ou chez les adultes qui ont des AVC ou des choses comme ça. Donc, je trouvais intéressant de partager son expérience. Alors, Rénal, moi je t'interromps, on a déjà une question. Laurent Poncelet, calcules-tu l'âge biologique pour les fenêtres de développement? Si oui, à quelle fréquence? Alors, je calcule pas, je calcule pas les fenêtres biologiques, mais je sais qu'elles sont très importantes, effectivement. Disons que si j'ai un enfant qui a un certain âge, mais qui développe des habilités et qui est plus grand, et qui fait plutôt 7 ou 8 ans, voilà, je le mets rapidement dans un groupe adapté. Et il va faire s'il a des parcours à faire ou des drapeaux à passer, ben, il passera les drapeaux qui sont adaptés à ses habilités et à ce qu'il est capable de faire. Je trouve ça important.
J'espère que je réponds à la question de Laurent. Oui, Et pour aller, tu réponds. Ouais, et pour aller un peu, pour ceux qui ont fait bon, il y a des fenêtres, pour ceux qui le savent, qui ne le savent pas, et qui n'ont pas fait TPI, parce qu'ils en parlent à l'intérieur, vous avez les différentes fenêtres de développement, Oui, tout à fait. des fenêtres ces fenêtres sont préférables pour développer la vitesse, la coordination, l'équilibre, Oui. etc., etc. À savoir que pour aller un peu plus loin, vous pouvez taper sur Google Ernst Wick, qui a aidé d'ailleurs au développement, une grande partie du développement du programme junior de TPI, qui est autrichien, avec qui on travaille depuis maintenant 4 ans avec Jean-Paul, avec la fédération autrichienne, avec la fédération de ski internationale en Autriche, et qui a d'ailleurs un site qui s'appelle grosmetry.com, je crois, qui est un site internet où vous pouvez rentrer le nom de vos joueurs, l'évolution physique, et vous savez où vous situez. C'est vraiment super. Ernst Wick. Venons-en au premier groupe de travail avec les juniors, donc les 5 invitants. Qu'est-ce que vous cherchez à développer au point de vue physiologique? Alors, au point de vue physiologique, bien sûr, on développe la motricité générale, on développe la coordination, essentiellement sous forme de jeu. Et on travaille sur les différents espaces, sur les segments dans l'espace. Il faut qu'ils arrivent à s'orienter, parce qu'après, ils vont être sur un parcours, bien entendu. Et ils sont déjà, si on les amène au petit jeu, par exemple, il y a une cible, même si elle n'est pas loin. Et il faut qu'ils arrivent à se situer et par rapport à la balle, ils ont un club entre les mains, et par rapport à la cible. Et donc, il faut leur proposer tout un tas d'exercices qui leur permettent de développer ces différentes habilités. Donc, beaucoup de coordination et beaucoup de patience aussi, parce que on a une fenêtre de concentration qui est très courte, donc il faut préparer bien à l'avance tout l'espace pour pouvoir après proposer des exercices assez vite. Et généralement, si on le fait bien, les enfants sont ravis d'être là, ils passent des bons moments, et on peut développer des bonnes habiletés. Il faut savoir une chose, c'est que par exemple, pour faire le lien avec la psychomotricité, certains enfants ont du mal à écrire. Quand ils jouent au golf et qu'ils tapent quelques balles au fur et à mesure de leur cours, c'est bien, parce qu'ils prennent de la force, un petit peu de force dans leurs bras et dans leurs poignets, et petit à petit, ils ont plus de force et ils arrivent à écrire. Je savais que le psychomotricien me disait, mais il y a des enfants, comme ils grimpent plus aux arbres et qui sont dans les villes et qui font plus trop d'activités sportives, le problème, c'est qu'ils n'ont plus de force dans leurs poignets. Je pensais qu'ils rigolaient, mais non. Et donc, du coup, je pense que le golf, quand nous, on l'enseigne pro, ça aide aux enfants à mieux tenir leur stylo et donc à mieux écrire. C'est plutôt bien. D'ailleurs, au passage, question de Vincent Trojani, peut-on avoir des exemples d'exercices? Ça va venir, ça arrive. Alors oui, les exercices arrivent. Ouais. Alors si on parle de la pédagogie pour les enfants, bien entendu, il faut que ça soit, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, sous forme de jeu. C'est vraiment la base. Les explications, ils ne comprennent pas beaucoup. Tout ce qui est action et qui les fait bouger et qui les amène à développer de la coordination, c'est bon. Voilà, c'est bon pour eux. Jean-Christophe Chauvin, est-ce que de la quadrupédie est inclus dans l'entraînement? Alors là, pour le coup, il faut qu'il m'explique ce que c'est la quadrupédie. C'est marcher à 4 pattes, c'est ça? La quadrupédie, c'est marcher à 4 pattes. Ouais. Alors, déjà, quand on fait faire, là pour le coup, c'est un peu un environnement dans lequel on travaille tous. Déjà, quand on fait un échauffement, certains parents nous regardent en disant qu'ils perdent du temps parce qu'ils s'échauffent, on leur fait faire des exercices d'échauffement pour les plus grands. Ils sont un peu bizarres. Si je les mets à 4 pattes, ça va être un peu difficile. Uniquement pour les anniversaires, certains mercredis du mois. Et tu leur mets à la queue. Peut-être à la maison des enfants où ils sont entre les cours, ils sont à 4 pattes et bien évidemment, le sol et marcher à 4 pattes, c'est très important, oui. J'ai lu un bouquin où il y a des enfants donc, qui avaient des lourds handicaps et qui ne pouvaient pas marcher. On les mettait dans des carcans pour les faire tenir debout, comme dans des yopalas. D'accord ? Il y avait un résultat qui était faible.
sur leur développement. Quand les parents les laissaient au sol et qu'ils se servaient du sol à un moment donné pour pouvoir se tourner, bouger et tout, ben, les enfants avaient plus de résultats. Donc oui, tout ce qui est à quatre pattes, se rouler au sol et ainsi de suite, oui, c'est très important. Mais ça peut être des choses qui sont faites en dehors du cours de golf. Bien sûr. De toute façon, toutes les interactions avec le milieu, toutes les interactions avec le sol, plus on les diversifie, plus on les multiplie, plus on développe des capacités d'adaptation, plus on développe des nouvelles solutions pour les enfants à développer leur mouvement, développer leur connaissance, développer l'analyse de l'environnement. Toutes ces choses-là sont essentielles. Il faut aiguiser leur curiosité. Tout à fait. Bien sûr. On parlait effectivement de la quadrupédie ou de marche avec le sol, mais quelques rappels sur le fait que la force crée le mouvement, d'accord? Donc si on veut voir une conséquence, voilà, on veut atteindre une cible, si on veut générer le déplacement du club dans l'espace, et on doit générer du mouvement, et pour générer du mouvement, on doit créer de la force. Donc la force, c'est bien à l'origine de tout mouvement qui va se produire. C'est aussi ce qu'on appelle en biomécanique la relation entre la cinématique, qui est simplement la description du mouvement, et la cinétique, qui concerne les forces qui produisent le mouvement. D'accord? Donc, pour revenir aux plateformes de force et à ce qu'on propose, en mesurant les forces, on va pouvoir modifier le mouvement. En modifiant le mouvement, vous allez pouvoir modifier la conséquence du vol de la balle, juste en modifiant les forces. Voilà. Alors ça sont les termes en français. Si vous êtes adepte des réseaux sociaux et vous regardez, on appelle ça kinématique et kinétique. Exactement. Pour les termes anglais. Ces petits liens entre le mouvement qu'on peut observer, ce que vous pouvez mettre en place, et puis comment on peut les produire, c'est grâce aux forces qu'on met en direct. La cinématique, la kinétique est mesurée par des plateformes de force, et la kinématique est mesurée par des motion capture, des systèmes inertiels ou d'autres exemples, Cavest, avec tout ce qui est gyroscope et capteur sur le corps, MySwing, j'en oublie, Cavest, il y en a d'autres d'ailleurs. For the motion, MySwing, for the motion. Ouais. Gears, MySwing, tout à fait. Petit rappel également, Rénal disait qu'il est important tout de suite pour les jeunes de s'orienter dans l'espace et d'avoir la capacité de savoir où situer les segments dans l'espace. Dans le swing de golf, on a aussi l'obligation de savoir, parce que pour créer un swing de golf efficace, on a besoin de force latérale, de force rotationnelle grâce aux forces antéro-postérieures dans le plan horizontal. Ça, vous pouvez le voir dans beaucoup de webinaires qu'on a proposés déjà dans la première série au mois d'avril et qui sont toujours disponibles en replay sur notre page webinar. Et la force verticale. Donc là aussi, on travaille dans plusieurs dimensions. Et à partir du sol, on va pouvoir créer du mouvement en 3D. Il est important aussi sur le sol d'appuyer latéralement, en avant et en arrière pour générer de la rotation du corps, et verticalement. Tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier et qui sont en lien avec tout ce qui va être décrit derrière. Oui, à savoir qu'on en parle dans de nombreux webinaires, à savoir que la force latérale va permettre au club de changer, juste avant le sommet du swing, de permettre au club de changer de direction. La force rotationnelle antério-postérieure, front back, vous l'appelez, il y a plusieurs termes, va permettre au club de descendre un petit peu plus, et la force verticale va permettre au club de bouger dans le sens opposé et de libérer le club sur la balle. Pour en venir aux applications concrètes, quand on doit développer la force latérale chez les tout petits, les 5-8 ans, voici une des situations que Rénal a mis en place et propose. Voilà, là en fait, je les mets sur une petite planche avec un shaft dessous. Et l'idée, c'est qu'ils sentent qu'on appuie à droite, on appuie à gauche. Après, ils le font plus ou moins bien. Moi, j'estime que chez les enfants, chez les tout petits, même chez les plus grands, il faut les laisser faire leur expérience. Ils peuvent rater, ils peuvent réussir, c'est pas grave. Petit à petit, ils vont ressentir des choses et ils vont s'approprier le mouvement. Je pense que c'est important. J'ai une question, Reynald. Oui. Je pense qu'on peut mettre la planche avec différentes amplitudes. Là, sur un shaft ou en haut du shaft, c'est un peu... Oui, on peut mettre ou plus petit ou plus gros. Bien sûr, si on voit que c'est trop gros, il faut réduire un peu la voilure, il faut mettre sur le shaft un peu plus bas. Tout à fait. Et l'autre question, pourquoi la planche se situe sous les talons? Est-ce qu'il y a une raison particulière, ou est-ce que tu varies, ou est-ce que l'élève s'est mis comme ça tout seul? Non, je les mets dans cette situation-là. Dans l'autre situation, ils sont vraiment très en déséquilibre. Ça marche un peu moins bien. Je trouvais que cette situation-là était la
la mieux pour eux. Après, ils sont capables de m'inventer des exercices. Hein. Donc, si jamais ils se mettent de l'autre côté, je regarde comment ça se passe et je les laisse faire. Parce qu'ils sont capables d'inventer des exercices et je me dis, tiens, oui, ça c'est pas mal, alors vas-y, fais. D'accord, oui, donc la consigne, en fait, c'est de mettre un pied de chaque côté du shaft et de faire un swing. Voilà, exactement, et qu'ils ne soient pas trop après en déséquilibre, bien entendu. Hein. L'idée, c'est qu'ils appuient, qu'ils trouvent cette espèce de mouvement droite-gauche. Voilà, qui est important. À cet âge-là, les jambes et le tronc sont bien développés et les bras sont en train de l'être tout doucement, ils n'ont pas beaucoup de force. Donc l'idée, c'est que voilà, c'est qu'on balance le corps pour arriver à amener les bras et le club à se balancer. Alors, je permets on a une question c'est pas une question de Jean-Philippe Serre. Les parents ont un rôle essentiel dans le développement de l'enfant et surtout au golf, car il faut qu'ils comprennent quand on utilise les plaques de force. Alors, on est plus là, actuellement, là, sur ces premières slides, sur le petit âge, on va dire 5-8 ans. Donc l'utilisation des plateformes de force, vous pouvez les utiliser, mais c'est pas le but. C'est vraiment avoir une compréhension. Il y a deux connexions dans le swing de golf, vos pieds avec le sol et vos mains sur le club. Et il faut savoir que les deux agissent en interaction. Et par rapport à ce groupe de juniors, comme tu l'as dit tout à l'heure, Reynald, on sait très bien que physiologiquement, le bas du corps, pour des raisons d'évolution de l'être humain, le bas du corps est plus développé que le haut du corps, donc on préconise un développement du mouvement de golf, un apprentissage du mouvement de golf, en grande partie, mais pas que, par le bas du corps. Les plateformes de force, il n'y en a pas vraiment besoin, mais avoir des connaissances au niveau de la cinétique est important. Oui, alors pour répondre à Jean-Philippe, généralement quand j'ai des groupes de tout petits, comme ils ont une attention très courte et que par moment ils sont capables, tu regardes un élève et hop, très vite, ils sont capables d'aller se mettre derrière un autre et de prendre un coup de club, les parents participent. Certains parents participent au cours et je propose des exercices et ils font attention à ce que l'exercice soit bien fait et en sécurité, les enfants soient en sécurité. Donc, bien sûr que je n'utilise pas les plateformes de force à cet âge-là, je propose des exercices, mais il est important que les parents comprennent la démarche. Oui, Jean-Philippe, pour arriver à ce que derrière, s'ils les amènent faire quelques petits trous adaptés sur le parcours, sur des mini-parcours, ou s'ils font un peu d'entraînement, qu'ils ne font pas des choses qui sont à l'inverse, ou les parents souvent exigent des choses ou parlent à leurs enfants, ils ont fait ceci, fait cela. C'est juste impossible, c'est compliqué. Pour les tout petits, il faut qu'ils agissent, il faut qu'ils jouent et les choses se développent au fur et à mesure. Et d'ailleurs, une question de Régis Kermin dans le sud-ouest qui demande le temps que tu consacres au développement physique pendant une séance d'1h30. Alors, ça pour moi, c'est un développement physique. Hein. Cet exercice, tous les exercices que je leur propose, c'est un développement physique. Après, je peux leur faire lancer des balles. Après, je leur fais lancer des balles. Je consacre, on va dire, tout mon cours à développer des attitudes physiques pour les enfants. Après, ça serait bien qu'en dehors du cours, on puisse leur proposer, comme je l'ai écrit dans l'article en septembre 2019, sur la prépa physique, pour les tout petits, leur proposer plein d'exercices de coordination sans qu'ils fassent de swing de golf. Mais on a un atout en France, c'est qu'à la maternelle, ils en font pas mal. Et au primaire aussi. Donc il y a une vraie interaction entre l'école et nous, professeurs de golf, enseignantes ou enseignants. Petite précision quand même, on pourrait utiliser des plateformes de force dès le plus jeune âge comme ça, avec le mode live, où justement on peut s'amuser à faire bouger les centres de pression, charger à gauche, à droite, sur l'avant, sur l'arrière du pied. Donc il y a un côté assez ludique qu'on peut utiliser avec des plateformes. Même les tout petits comprennent très très vite la relation entre ce qu'ils peuvent observer sur l'écran et ce qu'ils peuvent faire avec leur corps. Ensuite, on n'est pas obligé de les mettre toujours devant des écrans, surtout à cet âge-là, c'est pas la meilleure des habitudes. Mais on peut utiliser cet outil dans cet objectif-là seulement. Disons que je testerai à un moment donné, tu vois, pour avoir des données et des datas, je testerai, je verrai ce que ça donne, ces exercices, ou certains exercices, je verrai ce que ça donne sur les plaques de force. Pour travailler la rotation sur les tout petits. Alors ça, c'est un exercice que j'ai découvert avec Antoine Lebouc, qui avait fait justement la formation TPI, c'était en 2010. On a passé une saison ensemble avec Patricia, Antoine, Olivier au golf du Zout. Et il m'a dit, tiens Reynald, pour les juniors, il y a un bon exercice.
c'est pour faire travailler la rotation. Ça permet aux juniors de placer leurs mains assez facilement sur le club, puisqu'ils l'ont pas très loin de leurs yeux. Il y a une relation avec les mains et la face de club, et surtout avec la face de club et où ils vont envoyer la balle. Alors là, c'est un junior qui a déjà un petit peu d'expérience, mais pour les tout petits, c'est bien parce qu'ils ont la balle assez près des yeux, à la bonne hauteur. Il faut avoir des shafts un peu plus petits, hein, bien sûr. Et là, ils tournent et ils retournent. Et du coup, ils travaillent beaucoup sur la force de rotation. Si on agrandit l'image, on voit que le pied droit, il part en arrière, comme quand on utilise bien la force de rotation, c'est-à-dire que le pied arrière il vient un peu en arrière, et puis avant, on pousse un peu vers l'avant au début du retour. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans la rotation horizontale, et pour ça, on a besoin des forces de friction avec le sol. Donc c'est pour ça que les pieds doivent aller dans des sens opposés à la rotation. On voit bien le pied qui glisse, on voit bien que le joueur a besoin de ça avec le sol. Le swing est très horizontal, donc c'est d'autant plus important. L'autre composante dans le swing, c'est la verticale, et là aussi, tu as des petits exercices très amusants. Voilà. Alors celui-là, je l'ai surnommé l'exercice de la grenouille magique, ça les fait marrer les enfants. Donc comme on le voit sur la vidéo, ils sautent, ils s'installent par rapport à la balle, donc ils réagissent par rapport à ça, et ensuite ils frappent sa balle. Là, celui-là le réussit plutôt bien. Alors ça a vraiment, cet exercice-là a vraiment des vertus vraiment très bonnes pour la distance par rapport à la balle. Les enfants, de temps en temps, ils ont du mal à se situer en sautant. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'ils utilisent plus les jambes et le tronc. Ils arrivent plus facilement à trouver la distance et plutôt avec une bonne réussite quand il s'agit de après frapper la balle derrière. En fait, ils activent le bassin, les jambes, et ça les libère un peu plus sur le haut du corps. On voit bien que là, l'ensemble des trois propositions, qui peuvent être multiples, hein, mais sont très ludiques. Donc pour les tout petits, c'est génial. Ils s'amusent et ils développent des aptitudes différentes dans les trois forces qu'on cherche à développer, ce qui est absolument génial. Il a quel âge, Renan, celui-là, ce petit? Celui-là, il doit avoir entre 6 et 7 ans. Ouais, fantastique. Fantastique. Bien. Quand on fait tous ces petits drills, on a des petits voilà, jeux. On peut arriver à swinger comme Rachel, qui pour son âge swing vraiment très bien. Et en plus, donc elle a 7 ans, cette pitchounette, et elle a vraiment en plus une concentration qui pour son âge est un peu hors norme. Donc c'est une vraie éponge. Elle adore le golf, elle adore s'entraîner, elle écoute les consignes. Franchement, c'est vraiment une golfeuse, je pense, qui, si elle est bien encadrée et qu'on continue à bien l'encadrer, elle pourra s'amuser sur un parcours et être une bonne golfeuse. Passons à la catégorie d'âge supérieur, donc partons sur les 9 à 12 ans. Pareil, on va voir ce que physiologiquement et pédagogiquement vous mettez en place. Donc forcément, ils commencent à grandir à cet âge-là. Hein. Voilà, alors ils commencent à grandir, ils commencent un peu à perdre leurs repères. Donc c'est important qu'ils retrouvent de la stabilité, de l'équilibre. Et il faut en même temps pouvoir développer de la gestuelle et une vitesse de gestuelle et une vitesse de réaction. Donc à cet âge-là, là je leur propose des exercices qui sont un peu différents. Je les teste aussi un peu différemment. Pour les tout petits, je fais pas de test. C'est les exercices qui font qu'à un moment donné, je vois s'ils sont dedans ou pas et comment ça se passe pour eux au niveau moteur. Et pour les plus grands, 9 à 12, là, on commence un peu à faire des tests un peu différents et qui me permettent d'avoir plus de billes et qui me permettent de leur expliquer leur fonctionnement et de commencer un peu plus à se connaître. En fait. Mais comme ils grandissent... On a une oui. coupure. Vous m'entendez, Jean-Paul? Ouais. Il y a eu une coupure, mais c'est revenu. C'est bon? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, c'est bon. Pas moi. Jean-Paul, t'as entendu? Il y a eu une coupure, j'ai pas entendu non plus. Ouais, il y a eu une coupure. Donc je disais que pour donc, les juniors de 9 à 10 ans, donc, on travaillait sur l'équilibre et la stabilité puisqu'ils étaient en train de grandir. Les membres commencent à grandir et donc du coup ils perdent vraiment leurs repères.
chaque centimètre qu'ils prennent, c'est des repères qu'ils perdent. Et donc beaucoup d'exercices sur l'équilibre et la stabilité. Et en même temps, il faut travailler sur la vitesse de la gestuelle, la vitesse de réaction. C'est là où les sports, comme le basket, les sports qu'ils vont faire à côté, le hand et ainsi de suite, vont les aider à développer de la vitesse aussi, et de l'équilibre et de la stabilité. Donc les sports qu'ils vont faire à côté, plus qu'on peut leur proposer, vont les aider. C'est important de savoir qu'à cette période-là, effectivement, il y a tout ce qui est le développement de la gaine de myéline, c'est tout ce qui est autour des nerfs et de la conduction nerveuse, qui permet d'acheminer une information beaucoup plus rapidement aux muscles. Donc ça correspond du point de vue neurophysiologique au développement de là. Et si vous le sollicitez, vous allez avoir un système de plus en plus performant. C'est les âges idéaux pour pouvoir le faire. Si vous attendez, vous le faites plus tard, vous allez avoir des gains beaucoup plus faibles avec énormément d'entraînement. Donc ça à ce moment-là, c'est effectivement donner une chance de plus à tous ces jeunes d'avoir ces capacités plus tard et de même pas avoir à réfléchir parce qu'ils seront plus rapides que leurs copains s'ils ne l'ont pas fait. Exact. Point de vue pédagogique. Point de vue pédagogique, on reste sur du ludique avec de la technique. Ça veut dire leur proposer des concours, ça veut dire leur proposer des passages de drapeau. C'est important que mentalement ils arrivent à s'amuser sur un parcours, qu'ils arrivent à gérer un parcours, à gérer un peu leur entraînement. Il faut que les parcours soient bien entendu adaptés. Oui, c'est très important. Si on les met en difficulté, ça ne va pas marcher. Ça va être compliqué. On peut rajouter qu'il faut vraiment que les clubs soient adaptés. S'ils sont trop lourds, ce qui est souvent le cas, et même pour les tout petits, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est important, ils n'arriveront pas à jouer. Donc maintenant, avec tout ce qui se fait sur le marché, on peut trouver assez rapidement des clubs qui soient vraiment super adaptés. Non, c'est bien maintenant. Mais quand ils commencent à aller sur le parcours, même quand on commence, qui commencent à avoir un peu plus de force vers 10-11 ans, ils peuvent avoir des drivers qui peuvent être coupés, mais avec des têtes de femmes par exemple, en gardant les clubs intermédiaires sur les fers. Enfin voilà, il faut vraiment, mais bon, les pros maintenant, je pense, sont bien au courant de ça et les juniors peuvent beaucoup plus facilement avoir des clubs adaptés à l'heure actuelle. Question de Régis, est-ce que tu utilises, Régis Kermin, Sud-Ouest, est-ce que tu utilises les morphotypes avec les 9-12 ans? Alors, j'utilise la méthode Action Type, j'utilise les préférences motrices, oui, bien sûr. Excellent. Alors, quelques exemples avec un de tes joueurs, Louis. Voilà, donc Louis a 9 ans quand je le teste sur ses équilibres. Donc là, on peut voir qu'il est sur ses chaînes avant et donc je le pousse et il est déséquilibré. Donc c'est des tests que je fais régulièrement avec les enfants. Et ensuite, je le mets un peu plus sur ses chaînes arrière et là, je le pousse vraiment et il est beaucoup plus fort. Et donc c'est un gamin qui va se servir beaucoup plus de son bas du corps et globalement de son tronc et de son bassin. Donc ces exercices me permettent de savoir aussi, parce que pour la méthode Action Type, ce qu'on peut voir, c'est que l'équilibre correspond aussi à une manière d'apprendre. Donc cet enfant-là est plus en sensation, il faut qu'il tape des balles pour arriver à ressentir les choses. S'il avait été plus sur l'avant, il serait quelqu'un de plus intuitif, et donc il faudrait plus lui expliquer, et il aurait besoin de taper un peu moins de balles, et la motricité serait différente. En tout cas pour Louis, la motricité, il se sert de ses chaînes arrière, et donc du coup, il a besoin de taper des balles pour sentir les choses. Donc c'est un gamin, dès qu'il arrive, il tape des balles, il faut qu'il en tape pour arriver à sentir. Donc ces tests-là, la répétition, je les fais régulièrement. Ensuite, c'est l'âge où il commence à grandir. Donc j'ai suivi la formation Bioswing Dynamique, donc avec vous, messieurs, et Mike Adams. Et donc il y a ce test de l'amplitude des bras par rapport à sa taille. C'est important de savoir s'ils sont plus courts ou égaux. Souvent, dans ces âges-là, j'ai remarqué qu'ils sont souvent plus courts ou égaux. Ils sont pas plus grands. Et puis ensuite, je me sers
ça complète l'équilibre. Je me sers de l'autre test de Mike pour voir s'il est centré plutôt à droite, ses préférences d'appui. Il faut savoir qu'avec le Trackman, je lui fais taper aussi des balles que sur son pied gauche, que sur son pied droit, et pied serré. Et donc je vois là où la vitesse de club est la plus importante. Alors et donc oui. Ça, excuse-moi de t'interrompre, c'est un point. Tu peux revenir sur la slide précédente, Jean-Paul? Oui. Ça, c'est important. Mike viendra 1 heure. C'est gratuit dans le webinaire de la PGA France dans 2 semaines. Parler justement de ça. On a aussi de nombreuses heures de webinaire dont vous avez accès en replay avec Mike sur notre site internet. Il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec les forces de réaction du sol, et on couvre dans de nombreux webinaires ce genre d'informations, savoir que l'envergure, le wingspan comme on l'appelle en anglais, va avoir une influence en fonction d'un long wingspan, un wingspan égal à votre taille ou plus court, va avoir une influence sur la manière dont le joueur va gérer les forces de réaction du sol. Je m'explique. Un joueur qui a un long wingspan, et on en a mesuré à plus de 10-12 cm, Jean-Paul, de mémoire sur certains joueurs, ça voudra dire que le joueur va, de manière générale, va devoir utiliser plus de force latérale à la transition pour permettre au club de changer de direction. Quelqu'un qui a un wingspan beaucoup plus court, lui, va utiliser beaucoup plus de force verticale. Et c'est la même chose sur ce que tu viens de dire quand tu leur fais taper sur le Trackman avec les pieds joints, le pied en avant ou le pied gauche en arrière, en fonction du posting, de l'action du bas du corps. Si on est centré front au rire, on va utiliser plus de force latérale, rotationnelle ou verticale, ce qui vous donne une idée si vous n'utilisez pas les plateformes de force. Et le Trackman le valide en termes de vitesse. C'est ça qui est magnifique. Le Trackman et une plateforme de force, ça sert à ne pas deviner et ça sert à, si on demande à un junior de faire telle ou telle action, on peut voir tout de suite ce que ça donne en termes de vitesse de swing, en termes d'orientation de phase de club, en termes de plan. Voilà, c'est tout de suite, on voit des améliorations ou pas, et on voit si dans la durée ça fonctionne, sachant qu'une fois qu'on a vu ces améliorations, il faut voir sur le parcours ce que ça donne. Généralement, quand c'est assez régulier sur le Trackman, on a le résultat sur le parcours. C'est assez rapide. Et il y en a qui n'ont pas de plateforme de force, il y en a qui n'ont pas de Trackman ou même pas du tout des deux. C'est pas grave, le fait de savoir et d'avoir cette information va vous permettre d'orienter les drills qui vont correspondre plus à la latérale, la rotation et la verticale. Et c'est pour ça qu'on a développé la force pédale notamment. Exactement. Les appuis de Louis? Oui, alors, donc ça c'est en fait son premier cours avec moi, c'est-à-dire que son père est golfeur, il l'a amené sur le parcours, donc il jouait avec lui par moment quand il était tout petit, donc il lui faisait taper quelques balles, et il faisait beaucoup de marches, puis je pense il a aussi beaucoup observé son père et son frère qui avait 5 ou 6 de classement, et donc de là c'est son premier cours, et donc je lui ai fait faire donc, les tests que vous avez vus avant, et ensuite je me suis dit tiens allez on va voir sur les plateformes de force ce qui se passe, et alors, bien sûr à l'œil nu on voit que il décharge et sur les plateformes de force énormément le pied gauche, et que au niveau du pied droit, son pied droit glisse un peu sur le côté. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche de la puissance à son âge, bien entendu, et comme il est en train de grandir, ses repères sont pas forcément stables. Donc ça c'est la première vidéo. Donc il vient charger énormément sur la droite. Là, pardon. Oui, c'est bon. Oui, alors, juste avant que tu ailles plus loin, Reynald, on a des gens qui ne sont pas familiers avec les plateformes de force, qui nous suivent. Juste pour faire très simple, vous avez plusieurs couleurs, vous avez le bleu et le rouge. Alors, c'est comme pour les kickers. On peut donner cet exemple en France parce qu'on a essayé d'utiliser le mot kickers dans d'autres pays du monde et ils ne connaissent pas cette marque. Donc, vous savez que sous les shooters, il y a des points de couleur pour savoir la gauche et la droite. Donc, chez nous, Smart Move, le bleu correspond au pied avant. Et le rouge correspond au pied arrière. Donc quand vous avez une courbe qui monte, ça veut dire que le joueur pousse dans le sol. Quand vous avez une courbe qui descend, ça veut dire que le joueur s'allège tout simplement. Et le jaune correspond au total des 2 pieds. Donc là, ce que disait Reynald, effectivement, on voit
que si on regarde bien, hein, vous voyez, il y a 2% de son poids de corps sur le pied avant. À cette position-là, au sommet du swing, on voit le pied qui a décollé. Oui. Il n'y a que 2% de son poids de corps, ce qui est absolument ridicule, très très faible. Hein. Et on a 70% de son poids de corps sur l'autre pied. D'accord, il est allégé à ce moment-là, le club le tire vers le haut. C'est pour ça qu'il ne fait pas 100% de son poids de corps. En distribution, c'est 97% sur le pied arrière, 3% sur le pied avant. Conséquence aussi, c'est qu'effectivement, on se retrouve à l'extérieur du pied droit. Le fait d'avoir complètement déconnecté ce pied gauche, de ne plus avoir d'appui dessus, on est complètement à l'extérieur du pied droit, ce qui, du point de vue physiologique, alignement des segments, n'est pas idéal et ne favorisera pas une reprise d'appui aussi efficace que s'il est un peu plus enflé. On notera aussi... il va surtout dans cette position, il va minimiser l'engagement des muscles du corps, tout ce qui est connecté aux hanches. Il devra d'abord retrouver de la stabilité avant de pouvoir reproduire de la force et donc des mouvements. Tout à fait. Oui, et pour son profil qui est beaucoup axé sur les jambes et le bassin, ce genre de profil a plutôt... c'est nécessaire de travailler la stabilité, l'ancrage au sol, même s'il va moins vite, il trouvera de la vitesse après. Tout à fait. Différent d'un profil qui serait plus vers l'avant et plus allégé sur les appuis. Tout à fait. On voit également que si on regarde juste la courbe, le graphique, le pic bleu ici, on voit qu'il y a une montée, un petit plateau, une redescente. Oui, un petit plateau. Ouais. Là, ce petit plateau, c'est pas idéal, c'est-à-dire que le joueur a des petits blocages où il n'utilise pas toute sa force comme il pouvait. C'est pas un mouvement si naturel. Il y a un peu de contrôle ou de régulation de stabilité. Donc on voit que c'est pas complètement balistique, mais c'est normal. Si ça manque de stabilité, il y aura des petites interactions à faire et on ne peut pas se lâcher dans son mouvement. Qu'est-ce que vous avez travaillé? Alors, je lui ai fait travailler beaucoup des mouvements sur un pied et sur l'autre, et pieds serrés. Donc là, c'est des exercices qu'il m'a fait pendant le confinement parce que je voulais faire passer par WhatsApp à d'autres enfants des exercices à faire ou à d'autres parents. Donc on a beaucoup travaillé comme ça. J'ai aussi montré à son papa les graphes et que c'était important quand même à un moment donné d'être plus stable, sinon il pouvait même se blesser. Et donc le fait de se stabiliser comme ça et de faire ces exercices régulièrement et de faire beaucoup d'approches l'a mené ensuite quelques mois plus tard. Donc là après on voit ce qu'il est capable de faire en partie d'entraînement. Ce jour-là, je l'ai amené sur un parcours qui était adapté. Il a 9 ans et il tapait vraiment des coups avec plus de stabilité. Je pense qu'on peut voir à l'œil nu que le pied gauche travaille différemment. Et donc, du coup, il est plus précis et il a juste eu à un peu lire le parcours. Et après, il a vraiment ce jour-là, je m'en souviens bien, plutôt bien joué. Et bien tapé la balle. Les données, effectivement, on voit un vrai changement. Oui. Si on se remet au même point que tout à l'heure, au sommet du swing, à la transition, on observe cette fois que le joueur n'est plus à l'extérieur du pied droit. Et cette fois, il a 20% de son poids de corps sur la jambe avant. Tout à l'heure, il en avait 2%. Donc il y a une stabilité qui est complètement différente. La voiture touchait pas le sol avant. Et en conséquence, le pic de force se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus un pic et beaucoup moins quelque chose de contrôlé avec un plateau. Voilà. Grosso modo, pour essayer de faire encore, parce que c'est très bien comme explication, il n'y a rien à dire, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec les plateformes de force et les courbes qu'on est en train de vous montrer, il faut s'imaginer qu'avant, la voiture, avant de prendre le virage, ne touchait pas le sol, et maintenant on a une voiture qui adhère au sol juste avant l'entrée dans le virage. Donc tout le monde conduit des voitures, je l'espère. En ce moment, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est en confinement. Vous pouvez vous imaginer les conséquences de ce que je viens de vous dire. Et surtout, Renan, toi, ça te permet de quantifier le travail que tu as mis en place et puis de montrer ce qui a progressé, quoi. Voilà, exactement. Ça me permet alors, je n'utilise pas les plateformes toutes les 5 minutes, mais voilà, ça me permet de voir plus précisément effectivement ce qu'il fait, à quel moment il appuie. Et donc, c'est vraiment assez efficace. Et cet outil me permet de ne pas deviner. Il me permet aussi de communiquer encore une fois avec les parents et de montrer les progrès de l'enfant et qu'à un moment donné, on travaille. Donc ensuite, le TrackMan permet de voir la régularité des coups
Là, effectivement, sur ce coup-là, il a vraiment, voilà, pour son âge, il envoie la balle plutôt pas mal. Et ensuite, eh ben, il faut le faire jouer, il faut discuter avec lui, discuter avec les parents, qui trouvent du temps pour aller sur le parcours et qui continue à développer ses habiletés au petit jeu, bien entendu. Hein, de 100 mètres au green, je pense que pour ces enfants de cet âge-là, s'ils sont bons dans de 100 mètres au green, le reste derrière, ça se fait tout seul. Là, Louis, il drivait très bien. C'était important. Après, ce qu'il fallait qu'il cultive, c'était, voilà, je suis sur un nouveau parcours où comment je m'entraîne et la régularité d'entraînement et la qualité d'entraînement est importante à cet âge-là. Parce qu'ils commencent à se disperser. On va le voir chez les ados après. Passons aux adolescents, juniors de 13 à 16 ans, du coup. Question, ça va? On a une question, si on a une question de Laurent Poncelet, mais tu as répondu partiellement à la question. Concrètement, comment fais-tu le lien avec les plaques, plus sur les talons? Comment cela se passe pendant la cinétique du swing? Vas-y, répète-moi la question, s'il te plaît. Concrètement, comment fais-tu le lien avec les plaques, plateforme de force, plus sur les talons, point d'interrogation. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas montré, mais je fais sauter les enfants, en fait, sur les plateformes de force, en dehors des plateformes. Et certains viennent sur leur chaîne arrière et donc se propulsent vers l'avant. Et ceux qui sont plus sur les chaînes avant restent plutôt au niveau de la pliure de la chaussure et sont beaucoup plus forts et en saut beaucoup plus important dans cette dynamique. Alors après, j'ai vraiment travaillé avec d'autres golfeurs sur ces plans-là et c'est très visible. Après, moi, j'ai d'autres tests pour savoir qu'il est plus en arrière qu'en avant, mais je suis capable, avec les plateformes de force, de le vérifier et à chaque fois que je l'ai vérifié, c'est comme ça que ça matchait bien. Donc effectivement, Laurent, je pourrais faire sauter les enfants pour voir, et je vois, d'accord, s'ils s'appuient sur leur chaîne arrière pour repartir devant ou devant. Je pense qu'il a fait les mêmes tests. Tout à fait. C'est de garder le joueur dans son fonctionnement pour qu'il reste stable, et à partir de la stabilité, il pourra gérer son mouvement. Si vous le mettez dans une position instable et vous ne respectez pas l'endroit où il doit se trouver, les plateformes vous permettent de le vérifier. Voilà, il saute moins fort. Alors, on a une remarque de Sébastien Castel. Grippe de main droite trop forte, transfert inverse, avis personnel. Est-ce la plateforme qui a joué sur la flexion des poignets au sommet? Sébastien, pour tout ce qui est grip, c'est pas le sujet aujourd'hui. On a pas mal d'études sur le grip, position de main droite. Je te recommande de suivre tout ce qu'on a fait avec BioSwing Dynamique, qui va te donner d'autres opportunités au niveau de la position de la main droite et de la main gauche et la relation avec les forces. Alors, sur le grip de main droite de Louis, oui, j'ai bataillé un peu parce qu'il est gaucher et que sa main droite, il l'a placée souvent en dessous. Et effectivement, par rapport au test que je lui ai fait faire quand j'ai fait le test BioSwing Dynamique pour savoir comment se placer sa main droite, il était effectivement side, hein, il n'était pas en dessous, ni au-dessus. Donc effectivement, on bataille un peu souvent pour qu'il place sa main droite correctement, oui, et je le fais au travers d'exercices justement, ou sur des approches, parce que s'il met sa main droite sur des approches en dessous, il n'arrive pas bien à approcher, il n'a pas la bonne direction, la bonne distance. Dès qu'il met bien sa main droite, il est plus précis. Mais lui expliquer, c'est bien, mais lui faire faire, c'est mieux. Ouais, donc j'espère que ça répond une partie de ces questions. Après son swing inversé, après, ce qui m'importait moi, c'était qu'il soit plus stable déjà. Et donc qu'il travaille sur ses appuis différemment. Après, de toutes les manières, ça se met en place. Oui, et puis bon, quand on obtient des données Trackman de ce niveau-là, à cet âge-là, on ne va pas non plus se plaindre. Et puis pour l'avoir vu sur le parcours, lui, quand il est entraîné, et bon là il y a le confinement et compagnie, ça fait 2 fois, mais il était plutôt bon facilement sans se poser de questions. Voilà. Passons aux ados. Ouais. Alors les ados, donc comme c'est marqué sur le site, ils ont des pics de croissance. Alors là, les membres, pour le coup, grandissent et donc ils perdent encore plus leurs repères. Donc il faut
vraiment faire un bon renforcement musculaire et bien les stabiliser. Donc après, on peut aller sur de la musculation, mais juste avec le poids du corps. C'est les exercices que je proposais dans mon article de septembre 2019. Moi, dans mon club, pour certains juniors, j'ai réuni certains juniors. Certains parents étaient d'accord. On a pris donc Julien Brun, préparateur physique, pour qu'il puisse se renforcer musculairement et qu'on évite les blessures, parce qu'ils commencent à taper très fort, ils ont beaucoup plus de vitesse, et donc il est très très important de bien les structurer leur corps et qu'ils apprennent à bien prendre les bonnes habitudes de prépa physique. Parce que si on loupe les bonnes habitudes de prépa physique, le problème c'est qu'après, quand on veut le faire plus tard, on peut se blesser et on peut arriver à des blessures un peu fréquentes quand on fait des squats ou ainsi de suite. Oui, en plus, il y a un moment opportun dans les 6 mois dans les 6 mois qui suivent un pic de croissance. C'est le moment chez les garçons, mais également chez les filles, où on développe énormément d'hormones de développement de la force, oui. Testostérone entre autres. Et si effectivement on a appris les postures de musculation avant et qu'on commence à faire donc un tout petit peu de renforcement avec un peu de poids, parce qu'on peut le faire après le pic de croissance, on peut commencer à le faire. Et si on sait comment faire, on ne va pas se blesser et on va être très efficace et développer très vite beaucoup de force. Encore une fois, cette fenêtre, elle n'est pas longue et on peut avoir un gain énorme. Donc autant être prêt techniquement pour connaître nos postures et commencer à faire ça tout de suite. On va gagner un temps très 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 important pour développer le corps. Autre point qui est marqué, ne jamais oublier de garder la mobilité. On grandit, les segments, c'est plus difficile de les utiliser, ils ont été étirés, les tissus ne sont pas encore complètement élastiques. Mais n'oubliez pas de garder des mouvements avec une amplitude suffisante. Si on commence à bloquer un individu, on va le réduire. Si on réduit ses amplitudes, si on réduit son mouvement, il va compenser. Donc la mobilité, c'est essentiel aussi à développer en même temps que ça. Oui, c'est vrai que c'est important. Même à l'âge de Louis, il faut le laisser bouger, par exemple, avant de complètement le figer. C'est vraiment une alliance au cours des semaines de cours qu'il faut arriver à vraiment à distiller. Il faut arriver à distiller les bons exercices. Et puis après, il faut aussi, donc on parle pédagogiquement, il faut discuter avec les juniors. Ils ont besoin effectivement de partager des bons moments. Ils ont besoin que les séances soient sympas, qu'on développe l'esprit de compétition, mais un bon esprit de compétition. Ils sont aussi très portés sur l'esthétique. Il faut que le swing soit bien, soit beau. Il faut qu'eux, ils aient une bonne image d'eux-mêmes. Donc nous, je pense que enseignants, on a un rôle important avec ces enfants de 13 à 16 ans dans leur progression et dans leur progression sur le parcours et la performance, c'est bien, mais il faut qu'il y ait la performance et qu'ils soient tranquilles dans leur tête et que par moment ils vont perdre leur repère ou ils vont jouer un peu moins bien, c'est pas si grave. Si on discute avec eux, si on a établi une relation de confiance au fur et à mesure des cours, normalement il n'y a pas de souci, on arrive facilement à créer du lien et à ce qu'ils continuent à progresser, et ce qu'ils continuent à venir, parce qu'ils sont quand même bien sollicités à droite et à gauche. Et les outils comme le Trackman, exactement, les outils comme le Trackman et les plateformes de force, ça leur plaît bien parce que c'est des outils modernes, ils en ont l'habitude. Et s'ils arrivent à avoir une bonne compréhension du geste, de leurs gestes, et à un moment donné ils grandissent, voilà pourquoi tu perds tes repères, comment il faut arriver à les retrouver, ils vont arriver vraiment à prendre plaisir, à revenir en cours et ils se disent bon, c'est pas grave, le résultat c'est pas grave, je l'ai, tout va bien, je l'ai pas et je l'aurai à un moment donné. Donc faut que nous professeurs de golf, on soit bienveillants. Reynald, on a une remarque de Sébastien Cassel. C'est très intéressant cette prise en compte du développement de l'enfant, ado et son impact sur le geste. Les choses ont vraiment bien évolué, c'est bien. Tout à fait. C'est important, je crois que c'est Yannick Noah qui parlait justement de la prise en charge des ados dans les centres, les pôles. Oui, c'est important qu'ils aient une bonne technique, que physiquement ils soient opérationnels, mais ce qu'ils ont dans la tête et comment ils se représentent, eux, par rapport aux autres,
l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est l'estime de soi, c'est primordial. C'est primordial. Ils peuvent même un peu moins bien jouer, c'est pas grave parce qu'ils grandissent, à un moment donné, l'image de soi est très importante. Il faut qu'ils soient très bien entourés. L'école du golf, c'est aussi l'école de la vie, hein. L'école de n'importe quelle Oui. expertise, c'est l'école de la vie. Donc les aspects qu'on trouve en classe et dans les familles, on les retrouve au golf, mais autant en parler, autant les développer positivement. Tout à fait. Pour en revenir donc du coup au point de vue test, là, tu testes de plus en plus les joueurs. À cet âge-là, c'est quelque chose de récurrent. Tout à fait. Donc à cet âge-là, alors lui, j'ai fait les tests bioswing mécanique, donc sur les appuis. Donc on voit qu'il s'appuie plutôt à gauche. Donc il aime bien s'appuyer ici. Mais comme on va le voir sur la vidéo après, comme il veut développer de la puissance, il va venir charger énormément sur sa droite pour avoir de la puissance. Ça, c'est classique. Je mesure l'amplitude de ses bras, je mesure le segment donc, de l'avant-bras et du bras. Ça me permet de savoir au retour du swing si il est plutôt neutre et qu'il va avoir peu d'effet. S'il a l'avant-bras plus court par rapport au bras, il va avoir plutôt un plan de l'intérieur vers l'extérieur. Et si son avant-bras est plus grand que son bras, il va plutôt avoir un plan à l'inverse. Donc c'est important de savoir où il en est. Donc là, quand je l'ai mesuré, il avait les bras qui étaient plus courts que... L'amplitude des bras était plus courte que sa taille. Et je pense qu'il avait ses avant-bras de mémoire qui étaient à peu près égales. Donc il me faisait normalement, lui, il aurait dû jouer soit légèrement de l'intérieur vers l'extérieur, soit des balles assez droites en fait. Donc ça, c'est ce que j'ai vu avec Rupert. Voilà, ces thèmes-là et ces tests-là, on pourra en parler un petit peu justement quand on aura Mike Adams. Bien sûr, c'est lui le spécialiste de ça. Mais je trouve que c'est des exercices qui sont très simples à faire. Très simples. Ça prend 20 secondes. Et comme les juniors grandissent, il y a un moment donné où les bras forcément vont changer. Donc il faut regarder tous les mois, tous les 2 mois. Ce que tu décrivais, du coup, c'est un joueur qui normalement a envie de plutôt tourner un axe de rotation verticale plutôt autour de la hanche gauche. Et là, c'est ce qu'on observe pendant son backswing. Bon, backswing. Alors, il est 86% à droite. Donc, effectivement, ça ne compte pas. Donc, un peu trop, et ça donnait des trajectoires de balles où il venait. Alors, lui, là, pour le coup, il glissait énormément de l'autre côté. Et donc, il faisait des balles qui sortaient à droite ou qui restaient à droite, ou si son club était un peu plus fermé par rapport au plan, il tournait à gauche, quoi. Donc il avait développé de la puissance et il fallait le laisser développer de la puissance. Il est venu charger sur la droite, oui, mais c'est pas forcément son profil. Et pour l'avoir testé et retesté sur son appui et lui avoir fait taper des balles, il est quand même plus à l'aise en appuyant à gauche. Et en gardant plus de pression et plus de poids du corps à gauche. Quelques mois après, tu as commencé à faire tout ce travail où se déplacer beaucoup moins à droite, essayer de se tourner plus du côté gauche. C'est en cours. Hein. Tout à fait. Rupert, c'est quelqu'un qui est plus intuitif, donc il a besoin de comprendre. Lui, taper des balles, c'est bien, mais ça va l'aider d'une certaine manière, mais il a besoin que son concept soit clair. Et donc, il a besoin donc, je lui ai bien démontré que son appui à gauche était prédominant. Et donc après, c'est à lui, hein, le swing lui appartient. Donc il va, pendant une période, de quelques mois, il va être entre la puissance et un peu de précision. Et si on va sur le dernier graphe en juin... Rapidement, tu prends quand même toujours les données TrackMan. Donc là, sur le... Oui, ou je l'ai fait en même temps, ou je l'ai fait de façon différenciée sur la séance. Sachant que c'est facile de faire tout en même temps quand on est plusieurs. Vous êtes plusieurs avec Mike, donc il y en a un qui s'occupe du trackman, Mike qui s'occupe du joueur. Moi, il faut que je fasse tout un peu en même temps. Donc du coup, j'essaye parce qu'il faut quand même passer des messages à son joueur. On ne peut pas être tout le temps sur l'écran et sur les données. Les données, c'est bien. Ce qui est important, c'est de voir, on fait un exercice où il comprend quelque chose, il essaye de changer quelque chose dans son mouvement, donc
qu'est-ce qui se passe au niveau des données? Qu'est-ce qui se passe au niveau de quelques données sur 5, 6 balles ou plus? Et on voit à un moment donné qu'on peut avoir un changement, un réel changement. Donc ça, oui, c'est ce que je fais, c'est comme ça que je travaille. Mais en tout cas, quand il y avait ce gros déplacement à droite, en tout cas qui ne correspond pas à son schéma, c'est ce que tu disais, hein, un chemin très à droite, tu passes à droite ou légèrement fermé par rapport au chemin cette fois, et des vitesses de club qui oscillent entre 80 et 82 miles per hour. C'est ça. Voilà. Pendant le confinement, il a travaillé avec les recours. Oui, ses parents lui ont installé un practice dans le jardin. Donc je lui ai demandé, pareil, de me faire faire des exercices que j'avais envie de transmettre à d'autres. Et là, il me montrait un peu comment il tapait quelques balles. Et c'est vrai que moi j'aime bien sa forme de mouvement. Je la trouve. Et quand tu l'as retrouvé au mois de juin, du coup, alors, quand je l'ai retrouvé au mois de juin, il avait un souci, donc je l'ai laissé jouer, je l'ai laissé reprendre ses marques. Et il m'a dit, j'ai un souci, j'envoie beaucoup de balles à gauche. Et donc, son plan était toujours un tout petit peu de l'intérieur vers l'extérieur, mais ça, quand je l'ai testé, il est un tout petit peu side under, c'est-à-dire que la main droite est un tout petit peu en dessous, donc son plan est un peu légèrement de l'intérieur vers l'extérieur, mais surtout, il me fermait par moment la phase de club, ou alors il n'avait pas à gérer. Et donc, en fait, je pense c'est parce qu'il n'avait pas encore assez conscience de cet appui à gauche. Et donc là, je lui ai mis un force pédale sous le pied gauche. Et ça a à un moment donné un peu réduit sa vitesse quand il a fait l'exercice. Mais au sortir de l'exercice, il a été plus régulier et il a conservé sa vitesse. Et au sortir de cette séance-là, pour mémoire, je sais qu'il avait joué le par. Je pense que ça l'avait aidé. Je pense que cette séance l'avait aidé. Et après, je pense que ce qui est important, c'est qu'il continue. C'est un peu difficile chez les jeunes, mais qu'il continue. C'est pas acquis. Il faut qu'il continue à cultiver et à s'entraîner et à cultiver les bonnes habitudes. C'est intéressant de voir que sur le long terme, tu as pu effectivement modifier la stabilité du joueur, donc lui permettre de progresser, de prendre de la force, de la puissance. Et sur une seule séance, entre le premier shot de la journée, il faut échauffer en tout cas, et le 26e, parce que c'est les deux données que tu as sorties, on maintient la vitesse de tête de club, ce que tu as dit, mais on a réussi à changer pour cette fois à travailler sur la trajectoire. Et c'est vraiment le but, le court terme, le long terme, et c'est ton travail avec ces joueurs adolescents. Quoi. Alors, ce qui est bien... Oui. Pardon, vas-y, je te laisse continuer, Renan. Juste pour dire que, donc, puisqu'on parle aussi de la pédagogie chez les juniors, je travaille beaucoup avec le focus band chez les ados, parce que je veux leur faire prendre conscience du degré d'implication et d'attention qu'il faut pour arriver à développer le mouvement dans la circonstance ou dans la situation. C'est-à-dire que, ok, il tape bien la balle ici, et il faut qu'à un moment donné sur le parcours, il soit dedans, il choisisse des zones, qu'il visualise comme il le veut lui, ce qui lui va le mieux. Rupert, il choisit plus des zones, il coupe le fairway en deux, il choisit la zone de droite, la zone de gauche. Sur les coups de fer, la zone avant, la zone droite ou gauche par rapport au drapeau, la zone safe. Donc c'est important qu'à chaque fois qu'il s'entraîne, s'il tape des balles, et qu'il tape des balles, et qu'il tape des balles, même s'ils ont le bon schéma, on va dire, moteur et technique, le souci, c'est qu'il faut quand même qu'à un moment donné, il soit concentré pour arriver à avoir une performance et que mentalement, il soit bien impliqué. Sur chaque balle, ils doivent décider de où ils veulent envoyer la balle. Alors c'est bien, Reynald, parce qu'on arrive bientôt au bout de ce webinaire, mais tu as répondu déjà les 10 dernières minutes à plusieurs questions, notamment David Lanta qui demande l'enfant s'entraîne combien de fois par semaine, école de golf, entraînement individuel, je pense que c'était assez clair. Alors les petits, c'est 3/4 d'heure de cours par semaine, les 5-8 ans. Ensuite, on passe à 2 heures de cours pour les un peu plus grands, 2 heures de cours par semaine, sachant qu'il y a aussi des parcours proposés par moment et des évaluations de drapeau, donc ça fait un peu plus de temps, ça dépend un peu des saisons. Et pour Rupert, bien entendu, il fait partie d'un groupe élite, donc lui il s'entraîne quelques heures par semaine,
dans l'école de golf. Et bien entendu, après, il joue avec ses copains ou des compétitions. Donc, il passe beaucoup de temps. Il a joué quasi tous les tournois de Born Golf, hein, le Born Golf Tour. Et avec Charles Dubois. Voilà, exactement. Et il a fini premier de sa catégorie. Donc il était vraiment content et ravi. Et je trouve que ça lui a fait une expérience qui était top parce qu'il a été joué sur d'autres parcours, il a été obligé de les reconnaître et il a été obligé de s'impliquer. Mais les parents sont assez bien câblés, donc du coup, ils n'ont pas mis de pression. Il dit voilà, ça part toujours de l'enfant. Hein. Si tu as envie de jouer, pas de problème. On va te faire jouer aussi en dehors du club parce que ça va t'apprendre beaucoup. On a Régis Kermin. As-tu fait des exos avec les forces pédales? Ah oui. Je t'interromps une petite seconde. On va continuer les questions-réponses. On vous rappelle juste l'événement le jeudi 19 novembre à 14h, la possibilité de voir Jeff Chase avec nous. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site. Inscrivez-vous maintenant parce que je pense qu'on va limiter les places. On aura encore confirmé. Ouais, on va certainement devoir limiter. Ouais. Je vous permets aussi, si vous en avez besoin, de prendre le contact de Reynald, reynald.baya@gmail.com ou son numéro de téléphone, le 06 07 34 13 45. Vous pouvez bien évidemment le contacter pour le golf ou pour les autres raisons qu'il a évoquées. Voilà. Ou je sais qu'il y a des pros qui viennent me voir pour essayer les plateformes de force, pour de temps en temps avoir une idée de comment fonctionne le TrackMan ou l'alliance des deux, ou connaître leur profil. Donc je coach quelques copains et je trouve ça super sympa. Ou ils m'amènent certains leurs meilleurs joueurs parce qu'à un moment donné, ils arrivent à leurs limites. C'est bien de toujours avoir un œil extérieur. Je trouve ça très intéressant. Moi, j'ai été voir d'autres pros plein de fois et j'en vois plein au travers des webinars. Je trouve intéressant. C'est avec grand plaisir que j'accueillerai d'autres professionnels pour répondre à leurs questions ou pour continuer à les faire évoluer. En ce moment, tu as du temps, donc profitez-en. J'ai plein de temps. Profitez-en, exactement. Tu aimes beaucoup partager avec les gens, donc profitez-en. Une dernière question de Régis Kermin. Est-ce que tu as fait des exos avec The Force Pedal? Alors, tu en as plein. Et d'ailleurs, il y a un article qui va apparaître le mois prochain. Voilà, Magazine Practice Régis. Avec quelques exercices. Mais de toute évidence, d'autres choses vont arriver de toute façon. Et un dernier commentaire de Trojani Vincent. Beaucoup d'entre nous n'ont malheureusement pas les moyens d'avoir un TrackMan ou des plaques de force, ni la possibilité de les rentabiliser. Vincent, envoie-moi un email ou contacte-moi, on peut en discuter ensemble. Alors, juste une chose très importante, c'est que en leur faisant faire des exercices et en regardant bien, les observant bien, il y a qu'à demander à l'enfant aussi où est-ce qu'il préfère s'appuyer. Par exemple, pour les appuis. Les exercices de Mike Adams, Mike Adams les propose, les screens. Je pense que c'est important. Il n'y a pas besoin de TrackMan, il n'y a pas besoin de plateforme de force. Ils peuvent aussi, grâce aux exercices de Mike et aux préférences motrices, arriver à trouver qu'est-ce qui est le mieux pour leur junior. Il y a un paquet de choses sur le marché en ce moment, entre TPI, Mike Adams, les préférences motrices, Action Type, j'en oublie, il y a plein de bonnes choses. Il y en a plein. Actuellement, il faut juste se former, aller voir un petit peu partout et Right Balance. Des choses qui vont... Right Balance aussi, qui est très très bien, il y a pas mal de choses. C'est bon pour moi au niveau des questions. Jean-Paul, tu as fait le point, je pense, sur les derniers points, donc... Avant de remercier Reynald, n'oubliez pas, vous pouvez directement aller sur notre site, s'inscrire pour les 2 prochains webinars. Nous avons les 2 prochaines semaines 2 top 50 Golf Digest Best Coach en nom de James Lates et qui vous fera une présentation sur l'enseignement avec les chiffres, plateforme de force notamment. Et la semaine d'après, Mike Adams, que tout le monde connaît, numéro 2, top 50 Golf Digest Best Coach. Donc ça va être un énorme plaisir d'avoir ces 2 personnes, après Reynald qui a ouvert le bal aujourd'hui. C'est un plaisir. Reynald, on te remercie énormément. Merci beaucoup d'avoir passé ton temps. Les gens vont te contacter. Jean-Paul, Emeric, merci beaucoup. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas sur notre site internet www.smart2move.com. Vous avez notre adresse email contact@smart2move.com. Si vous avez nos numéros de téléphone, si nous avons la possibilité de vous répondre immédiatement, nous le ferons sans problème. Merci beaucoup à tous. Bye bye. Merci messieurs. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci.